cachez vos émotions. Ne soyez pas impressionnable. Assurément. Ne soyez pas trop croyant. C'était pas prévu, on n'avait pas forcément pensé. C'est Olivier Carbone, le directeur de casting, qui a pensé. J'ai tout de suite dit OK. Et puis en fait, Christopher a lu le script, il parle très bien français. Je crois qu'il l'a lu en français une première fois. Et il a tout de suite dit oui, ça lui a plu. Il voulait pas que ça soit trop violent, mais en même temps, on l'a dit plusieurs fois. Mais sinon, il a tout de suite accepté, c'était sympa en tout cas. Merci. Un des nouveaux a pris d'office une chambre qui ne lui était pas destinée. Du moment qu'il ne s'agit pas de la chambre 13. Regarde. Il ne montre rien du tout. Non. C'est un Allemand qui se comporte comme un nazi. Et sûrement il était, quand il était plus jeune. Sans doute, peut-être SS, peut-être je ne sais pas quoi, mais à son âge et à mon âge, c'est bien possible qu'il était nazi. Alors, c'est un homme très dur, très dur, très contrôlé. Alors, ça, c'est le personnage que j'essaie de présenter au public à l'écran. En français, mon père. En français. Bien sûr. Excusez-moi, c'est l'émotion. Hein 15 sur 2, troisième. Et action. Là, elle parle. C'est le trajet. L'urgence 151. On retrouve comme ça. Au moment où on volontairement, j'ellipse là où il en est pour passer sur elle. Je rappelle qu'il peut être le subjectif de l'autre. Benoît qui apparaît comme ça, là on avance ici comme ça. Bouge pas. C'est le fait que Benoît sort le plan en disant ne bougez pas, que le pas prend le recul, et dans le monde saute. Ça de la barrière quoi. Là quand tu vas filmer l'atterrissage, personne doit passer les 2 mètres plus haut quoi. Ok.
On a eu 5 jours pour faire cette scène et c'était super. C'était super parce qu'on sautait des obstacles, on traversait des vitres, des maisons, on se courait, c'était le chat et la souris, quoi. Donc c'était plaisant à faire. J'essaie juste de faire le truc que j'ai dans la tête et si c'est cette machine qui vaut, on la prend, si ça en a une autre, on en prend une autre. J'ai aucun rapport affectif à ça. Voilà, on est arrivé, c'est là au fond. Merci. Bon, Animon, c'est un mec qui a vu beaucoup trop de misère humaine sur les enquêtes, qui a traversé trop de meurtres générés par la bêtise humaine et au point que ça l'a affecté. Que quelque chose a perdu un peu d'espoir dans lui. Bah merde alors, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Cette porte n'était pas là? Non. Il est là pour faire payer quelqu'un, pour trouver celui qui a fauté. Et donc il y a l'administration qui est pas très loin. Qu'est-ce que tu veux? Cette carte de police, c'est quand même ce que te donne le ministère pour que les choses se mettent à l'endroit. Si on peut appeler ça à l'endroit, et il est porteur de ça. Une sorte d'autorité, pour moi je le vois du 19e siècle quelque part, c'est pas un flic de l'avenir, hein, c'est une résultante de tout ce qu'on a traversé dans les années, autour des années 2000, quoi. Moi j'ai le sentiment qu'il a un peu plus désabusé ce coup-ci. Plus désabusé, plus de distance peut-être avec ce qui arrive. C'est pas un film où le flic est léger, je suis un héros, tout va s'arranger. On n'a rien touché. Les corps sont dans l'atelier. Moi, je me demande si les choses vont s'arranger tout le long du film. Je ne sais pas qui va gagner, entre guillemets. Est-ce que quelqu'un gagne, au fond? Mais le meurtre vu à travers ce type de film, c'est quand même une hémorragie de la société, quoi, sans jeu de mots.
fait en sorte de rendre ces morts, entre guillemets, plus vivants. La première étape, c'est en fait l'empreinte, quoi. L'empreinte qu'on va faire du comédien qui nous a été envoyé par la prod. On fait une empreinte alginate, qui est un produit qu'on étale sur la peau. Et il y a une nécessité d'être rapide, quoi. Hein, parce que la position est quand même très inconfortable pour le comédien qui doit tenir cette expression-là, ne plus bouger. L'alginate, c'est quand même plus l'avant-plâtré, c'est quand même un certain poids. Donc on doit aller vraiment vite. Et ensuite, on va tirer ce qu'on appelle une plastiline. On va obtenir une sculpture en plastiline. C'est à ce moment-là qu'on intervient au niveau de la sculpture. C'est-à-dire, bien sûr, là, au niveau des yeux, enlever les orbites, quoi. Creuser vraiment les yeux, accentuer un petit peu le rictus au niveau de la bouche, creuser la bouche, les narines, etc. Nettoyer ce qu'on appelle nettoyer l'empreinte, c'est-à-dire tout ce qui est petits défauts, petites bulles qui sont inhérentes à la prise d'empreinte, quoi. Donc ça nous donne en fait une sculpture en plastiline en 3 dimensions qu'on va ensuite remouler. Étant donné que la peau est en silicone, on va faire un moule avec un produit qui est autodémoulant, c'est-à-dire un élastomère de polyuréthane, qui est renforcé ensuite avec une chape de résine. Et à partir de ça, va être coulée la peau. Alors le travail de peinture est assez important, est assez laborieux, long. Travailler à l'aérographe, faire revenir peu à peu la carnation. C'est-à-dire vaisseau sanguin, veines, petites, ce que j'appelle imperfections, des petites grains de beauté, des petites taches, etc., quoi. Ce qui est très important là ensuite en finition, c'est le travail des cheveux et du poil. On part d'une perruque sur laquelle on va enlever environ 1 cm. Ce centimètre est ensuite remplacé. Le cheveu est implanté un par un, quoi. C'est la même chose, on est allé jusqu'au poil dans le nez, les sourcils bien sûr, les aisselles, et puis tout ce qui est sur le torse, etc. Les dents sont dures en fait, c'est de la résine acrylique. C'est vraiment le principe de la prothèse dentaire, quoi. Il faut faire aussi beaucoup attention à la lumière qui va être faite sur le plateau, quoi. Donc ça, on essaye en amont d'en parler avec le directeur de la photographie. Là, en l'occurrence, c'était Alex Lamarck. Ça peut être bien. Par contre, on peut prendre le sang sans le fixatif, c'est plus joli. Ouais. Et puis ça va plus s'imbiber parce que là, ça on reprend toutes les corps. C'est vrai que pour les têtes des pêcheurs qui sont vomis par cette espèce de sac sur le ponton, ils sont couverts de vases et les poissons autour, ça frétille, etc. Ils sont dégueulasses. On n'était pas obligé d'aller jusqu'à implanter les poils de barbe. On l'a fait. Ouais. Il y a ensuite la possibilité pour le réalisateur d'avoir une liberté, quoi. Lui, il fait ce qu'il veut après. Si tout d'un coup, ensuite, il a envie de se rapprocher ou s'il est filmé moins sali, il avait la possibilité. Moi, je peux passer des heures à filmer les cadavres. Si on me laisse faire, je trouve ça effectivement super beau, super bien fait. Je sais comment ils travaillent en plus, je sais comment travaillent ces équipes. Et je sais que c'est vraiment, on peut vraiment s'approcher très près, on peut faire des kilomètres de pellicule en fait. Et si on me laisse faire, moi je les fais les kilomètres de pellicule. Mais après, c'est toujours pareil, je suis tenu à un scénario et je dois raconter quelque chose avec un rythme. Pour pas que les spectateurs soient ok, qu'est-ce qui se passe, ça ralentit ou... Le rythme et l'histoire qu'on raconte priment sur mes seules envies de filmer quelque chose en particulier. Pour la mort de Christopher Lee, on a dû faire une empreinte de Christopher Lee. Donc voilà l'empreinte en fait originale en plâtre qui a été faite à Londres. Ça nous a permis à partir de cette étape-là d'obtenir ces 2 effets. C'est pour le mannequin qu'on voit couler dans l'eau à la fin. Et c'est bien sûr pas question que Christopher Lee fasse ce genre de scène. Et juste avant, on intervient avec un masque qui est posé sur un cascadeur, une doublure, donc avec les yeux ouverts. Je pense qu'il y a différents types de morts au cinéma. Il y en a des plus ou moins sérieuses. Je suis Christophe Maratier de la société Maratier et c'est à nous que nous avons confié la lourde tâche de nous occuper des armes des Rivières Pourpres numéro 2. Mon métier se limite à proposer, en fonction d'une lecture de scénario, du matériel,
des armes susceptibles d'être utilisées par tel ou tel personnage. Nos armes ici sont vraiment transformées pour le cinéma. Il n'y a plus rien qui peut tirer de vraies balles. Déjà, la première chose quand on prend une arme, on explique toujours aux acteurs, aux figurants, de la prendre correctement. Le doigt est toujours sur le côté. Jamais on ne pose le doigt à l'intérieur. Le doigt est ici uniquement pour tirer. Ensuite, le canon doit toujours rester dans une zone de sécurité. Et de cette manière-là, on évite absolument les accidents. Quand je prends une arme, je vérifie qu'elle est vide. J'ouvre la glissière, je m'assure qu'il n'y a rien dans le chargeur, rien dans le canon. Je referme, je percute. Et là, je peux tendre l'arme à un acteur en lui disant « allez vérifier vide ». Rien n'est laissé au hasard. Alors, ça c'est le Taurus PT99 de Jean Reno. C'est une copie de Beretta. Donc c'est une arme un peu traditionnelle qui date un petit peu maintenant, parce que c'était vraiment l'arme des années 80. C'était l'arme fatale de Mel Gibson. C'est vrai que c'est moins moderne qu'un pistolet Glock comme celui-là, tout carré, en polymère, plastique et métal. Mais ça cadrait bien avec le personnage qui n'est pas un fou de la gâchette et qui se sert de son arme que vraiment quand il en a besoin. Benoît, il a une arme moderne. Il se trouve que le HKP 2000 était plus sympa au niveau du look, correspondait plus. Et surtout, comme il partait à l'assaut, en plus de son arme de poing standard, on lui avait donné un pistolet automatique Glock. Et la particularité de cette arme, c'est qu'en plus, il tire en coup par coup, et quand on le passe en rafale, eh bien, il passe en rafale. Marie, elle, par contre, elle a utilisé un revolver standard, le petit Ruger SP101 que voilà. C'est une arme qui est confiée aux dames, aux demoiselles, dans la police. Eh ben, je vois qu'on s'amuse. Là, pour les militaires, on a opté pour des fusils d'assaut très modernes. Ça, c'est le P90, c'est une arme de fabrication belge. Il y a un laser intégré. Donc, c'est les options que l'on a sur certaines armes. Le laser permet évidemment d'avoir l'effet qu'on connaît, hein, c'est-à-dire le trait rouge, le point rouge, très dissuasif sur la cible. Au cinéma, c'est vrai que ça balaye et c'est assez sympa pour l'image. Le soldat, s'il est embêté et qu'il avance dans un milieu noir, sombre, où il ne sait pas où il va, il a ces petites diodes qui lui permettent de s'éclairer sans se faire repérer. Et s'il entend un bruit, il lui suffit d'appuyer sur l'autre interrupteur, et là il éblouit nettement sa cible, et ça lui donne un avantage de quelques secondes pour réagir. Mathias, c'est Benoît Magimel. Donc quand tu es là, tu tires Magimel. Jean-Renaud est caché, tu vas le chercher là, tu vois. Il y avait donc cette équipe de méchants fanatiques qui étaient équipés avec des armes vraiment conséquentes pour nous permettre d'avoir des gros effets justement au moment de l'assaut du dortoir. Il y a des pistolets mitrailleurs HK qui sont relativement classiques. Évidemment, on leur avait donné des calibres 12 pour avoir des flammes importantes, des gros coups lourds, qui donnent l'impression qu'une grenade leur arrivait dessus à chaque fois. Ben ça, c'est l'équivalent de la mitrailleuse de Rambo, c'est ce qu'on a utilisé pour le plan de la tourelle. Et comme il y avait très peu de place, il nous fallait des mitrailleuses compactes, mais qui donnaient quand même un gros effet. Une mitrailleuse portative, c'est ce qu'aujourd'hui toutes les forces armées modernes utilisent. C'est très compact, ça tire des munitions puissantes, et beaucoup à la minute, parce que la cadence de tir est très rapide, ça va de 900 coups minute jusqu'à, je crois, 1150 coups minute. Donc ça, ce sont les nouvelles générations de pistolets mitrailleurs, très très compacts, comme ce micro Galil israélien. Et ça offre des effets de flamme vraiment impressionnants, quoi. Il y a une grosse boule de feu en étoile. C'est ce qu'il y a de plus court dans ce calibre-là, donc vraiment tout le feu est dehors, et pour le cinéma, c'est génial. Dans la réalité, au contraire, les fabricants luttent contre les flammes pour justement que le militaire ne soit pas repéré. Un gars qui est caché dans la brousse, s'il tire et qu'à chaque fois qu'il tire un coup de feu, il fait une flamme d'1 mètre, il est facilement repérable. Donc ils luttent contre ça et ils font des cache-flammes. Donc ce que l'on voit ici devant cette arme, hein, cette petite pièce, nous le principe c'est d'essayer d'annuler ces effets. Donc soit on repère ces cache-flammes à l'intérieur qui sont vraiment fabriqués pour absorber la flamme, ou bien on triche, comme on l'a vu sur cette mitrailleuse, on gagne le cache-flamme jusqu'au bout avec un petit tube en fait, hein, qui annule l'effet tout simplement. Donc tout le feu part à l'extérieur de l'arme et n'est plus absorbé par cet article. Notre métier, c'est plus le feu d'artifice que la guerre, en fait.
On va faire la différence d'un tir à blanc et un tir à balles réelles. Donc là, on utilise bien sûr des munitions, des cartouches à blanc. Les munitions réelles sont bien différentes des balles à blanc. On ne trouve pas du tout un seul morceau et un feuillette. On a une douille qui sert de rampe de lancement et un projectile qui va aller se loger dans la cible. L'alarme est vraiment différente de celle transformée pour les films, mais vous allez donc bien pouvoir comparer la différence entre le tir à blanc qu'on vient de faire et ce tir réel que l'on fait maintenant. On a parfois du travail en post-production. Il arrive qu'on remette des flammes sur la pellicule, en filmant sur fond bleu avec tous les effets numériques que tout le monde connaît aujourd'hui. Notre métier, malheureusement, s'arrête là, puisque les finitions qu'on apporte aux armes, c'est pas nous qui les faisons. Les impacts sont gérés par les effets spéciaux, généralement, sur le plateau. Pour les balles traçantes, par exemple, dans ce film, il y en a quand même pas mal dans le dortoir. C'est évident qu'on va pas utiliser des vraies munitions, parce qu'une balle traçante n'est rien d'autre qu'une vraie balle. Donc, c'est pas nous qui nous en chargeons, c'est les effets numériques. Là, même chose, ont été proposés à Olivier différentes possibilités de balles traçantes, dans lesquelles il a pu choisir celle que l'on voit dans le film. On a commencé à travailler ensemble en fait sur des clips. Puis on a fait notre premier long métrage ensemble qui s'appelait Frères en 94 donc. Donc en fait ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. Là où je cherche mon inspiration, c'est que je fais d'abord une première visite dans des toiles de peintres connus. Une fois que j'ai trouvé mon fil conducteur en termes de peinture, de vraie peinture, je cherche après à retrouver les mêmes sensations en photo de presse. Après on fait les repérages et par rapport à ma gamme, les repérages te donnent un certain ton, ils sont incontournables. Donc je m'en sers aussi et puis après je fais mon histoire. Après je fais mon histoire en couleur. Olivier Raoux est allé droit au but dans les tons. Après moi j'interviens pour que ça sorte comme on imagine. Je lui demande une valeur de patine pour avoir un résultat final où on est d'accord là-dessus. Moi je l'aiguille sur ce que la pellicule va rendre en fait. On a commencé à faire un vrai travail avec un vrai bel échange aussi intuitif parce que un décor sans lumière c'est pas un décor. Dans ce lieu qui était oublié depuis 40 ans. C'est une bâtisse des années 30 qui était le siège social d'une très grosse boîte de sidérurgie de cette époque. Et si on faisait un commissariat là-dedans On a créé une lumière spécifique pour le commissariat, notamment ce lustre. Ce grand lustre en forme de croix, il a été dessiné, on l'a fait en serrurerie, on l'a rendu praticable en accord avec Alex, la marque, pour qu'il puisse rentrer dans le champ, motoriser, etc. Donc qu'il serve aussi de support à la lumière et qu'il puisse éclairer directement la séquence. C'est un dosage entre les lampes, effectivement avec Olivier on a travaillé quelque chose qui soit auto-éclairé, qui déjà vivent tout seul, qui est une logique parce qu'il y a des lampes partout, parce que le style est art déco. Il n'y a pas un jour où je me suis dit, on a trouvé la lumière de ce que sera les Rivières Pourpres numéro 2. C'est aussi tributaire du choix des décors, de la couleur même des décors. La lumière, on en parle. Moi j'avais envie de quelque chose de sombre, j'avais demandé quelque chose qui soit assez à la fois sombre, à la fois brillant. Donc c'était... Ce sont des mots, ce ne sont pas vraiment des indications de lumière. On rebondit sur le décor. Alex il a une idée dans la tête de choses qu'il a envie de faire, indépendamment même du scénario, des choses qu'il a envie de faire là où il en est, de son parcours. Il y a des choses qui seront tributaires au scénario même et toutes des contraintes bien terre à terre dans le tournage. Donc tout ça, c'est ça qui fait la lumière du truc. Rien de spécial. L'avantage du numérique, c'est qu'on sait d'abord ce qu'on va faire, puisqu'on peut tout faire n'importe comment, mais après, c'est de prendre la direction sur le plateau en éclairant, en sculptant et en donnant la direction et la couleur, la tendance. Après, à l'intérieur de cette tendance, on peut naviguer.
quand j'ai vu qu'il y avait les Nikon manuels avec des vrais diaphes et des choses comme ça, des vrais objectifs, qu'on pouvait avoir un télécinéma de poche qui est le Photoshop sur une image arrêtée, bah ça a fait tilt tout de suite, je me suis jeté dessus et je travaille avec ça depuis 3 ans maintenant. Je filtre mon numérique, mon appareil numérique, je simule mon filtrage et après je corrige dans Photoshop qui est équivalent à un télécinéma. Il faut être à la pointe, hein, dans la technologie, ça c'est bien, on aime les jouets, on aime ça. J'essayais pas de visualiser le film en termes de plastique, au sens lumière ou mise en scène. J'essaie de visualiser le film par rapport à un rythme, par rapport à des choses beaucoup plus, finalement beaucoup moins visuelles. Alex, par exemple, je sais que l'image va me plaire. Au scénario, il n'y avait pas tellement de descriptifs très précis des décors. C'est au réalisateur, effectivement, en choisissant les décors, d'opter pour telle ou telle couleur par la suite. Une fois que tous les décors se mettent bout à bout et que le film se construit, ça donne une couleur générale. Donc moi, j'avais envie de quelque chose qui soit assez surréaliste, assez, entre guillemets, légèrement fantastique. Et l'univers industriel, comme ça, un petit peu hors temps, s'est imposé, nos 2 regards confondus. Et c'est surtout en ayant fait nos premières promenades de repérage dans l'est de la France qu'on a pu s'apercevoir qu'on avait envie de filer vers un film d'ambiance assez sombre, mais avec une vraie conduction artistique, une vraie ligne monochromique qu'on avait envie d'entretenir, qui habille bien les séquences et qui donne au personnage du corps et l'envie de jouer dans tous ces décors. Quand j'arrive sur un décor, le premier truc que je regarde, je marche dedans et j'essaye de capter l'espace et de la manière dont je vais pouvoir faire par la suite bouger la caméra à l'intérieur de ça. Moi, des trucs que je peux trouver beaux sont des trucs beaux pour un film. Je trouve pareil, hein, bien entendu, j'irai pas y vivre. C'est vraiment 2 choses différentes. Trouver un objet beau pour un film et un objet beau dans la vie, c'est 2 choses différentes. On parlait un petit peu le même langage sur nos références, sur l'imagerie qu'on aimait bien. Ça a été comme ça, un petit peu assez vague, mais avec beaucoup d'ouverture d'esprit. Olivier, il a fait son film en se disant son truc, Alex aussi, et moi pareil. Et c'est jamais que l'addition de toutes ces idées personnelles, en fait. Donc pour revenir au cloître, on a fait la promenade scénographique et on s'est dit, et c'est Olivier qui a dit un Christ. Donc on a commencé à le travailler, à réfléchir, à penser à l'échelle, à penser au format, quel Christ. Il est passé par plusieurs stades et il a d'abord été de manufacture un peu 19e et puis peu à peu, en le voyant sculpté, j'ai eu envie de le rendre plus arachnéen, plus dans l'ordre de l'imaginaire et de l'impression qu'il allait créer. Le Christ, c'est vraiment un échange partagé avec Olivier comme on a fait sur tous les décors. Promenade, réflexion, scénographie, circulation, proposition. Ok, j'aime bien. On tourne. Dans le scénario, l'appartement, c'était raconté comme étant un appartement cosy dans une petite ville. Mais je sentais que c'était pas l'univers qu'il fallait accorder à ce décor. On a joué le côté un peu loft ouvert, plus étrange, plus bizarre, plus vaste et plus industriel, sans savoir que tout allait se faire dans un univers très très industriel. Ça peut être un squat, mais on peut aussi s'y sentir bien, donc faut pas le faire de trop grand volume. Faut le situer comme étant sous les toits pour donner cette impression un petit peu de dominer quelque chose, et surtout de pouvoir sentir la structure de l'édifice qui apparaît comme étant la cage thoracique de ce lieu.
Les références, elles sont multiples et diverses, elles sont pas que d'une époque, elles sont un petit peu hors temps. On peut voir certains corps de femmes qui pourraient faire penser à des corps de femmes du 19e siècle, à côté d'éléments sculpturaux qui seraient un crâne, une forme un petit peu de bête bizarre à la Jérôme Bosch. Subitement, c'était plus faire un temple sensitif. On a commencé plus à faire en fait un espèce de modelage et plus une création un peu comme une pièce unique, tout en sachant que Christopher allait très très bien supporter le côté légèrement fantastique de ce lieu qui va nous emmener vers quelque chose de lourd, de bizarre, qui j'espère va nous étonner. Un décor de cinéma, il est là, il n'est pas là pour se montrer lui en soi, quoi. Dans le temple, en tout cas, j'ai aucune raison d'aller filmer sur le mur les petits détails de ce qu'a fait Olivier et son équipe, même si c'est vachement beau quelque part à un moment donné. Je peux pas justifié d'aller me faire un gros plan du mur, quoi. Mais en même temps, s'il n'y a pas cette débauche d'énergie et qu'il n'y a pas cette précision dans l'exécution et dans la façon de travailler, ça va se sentir aussi. C'est tout le truc justement du décor, à la fois d'être là et de se faire oublier quelque part. Je m'appelle Pascal Villard, je suis un des 2 monteurs son du film Les Rivières Pourpres 2, Les Anges de l'Apocalypse. Au cinéma, la plupart des gens pensent que le son est enregistré au tournage et juste à la fin on rajoute la musique. En fait, c'est pas du tout vrai. Je pars pas du principe que ce sont les collaborateurs qui, par exemple, me regardent en attendant de savoir qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent. Moi, je les prends parce que j'ai envie qu'ils fassent leur truc aussi. Olivier voulait donner une touche personnelle au son, c'est-à-dire qu'il voulait qu'il y ait une espèce d'univers sonore, pas forcément réaliste, qui corresponde à l'univers visuel qu'il avait mis en place à la photo. On va expérimenter des trucs, effectivement. Et c'est là où c'est drôle aussi. Dans la séquence de la cabane des pêcheurs, vous entendez sur le DVD des sons très étranges, qui en fait sont absolument pas réalistes, qui font presque comme de la musique, et qui sont, à la base, des sons de frottement sur une cuve à mazout, enregistrés avec un micro de contact. Les micros de contact, en fait, c'est des micros qu'on utilise pour enregistrer les sons dans la matière. Donc on les utilise pour enregistrer les vibrations dans les instruments, par exemple dans les guitares. Et ça donne des trames, des sons très très étranges, absolument pas réalistes, puisqu'il n'y a aucune acoustique dessus, qu'après, je retravaille pour fabriquer des choses étranges. On va rentrer dans le détail de la construction d'un son en particulier, qui correspond à la séquence du bonus, c'est-à-dire le son du pistolet de Jean Reno. En voyant son arme, un gros flingue, j'ai tout de suite imaginé que ce serait une arme qui serait puissante comme le personnage. Le son du coup de feu de Jean Reno est composé en fait de 13 sons différents. Pourquoi se donne-t-on autant de mal pour refaire le pistolet de Jean Reno? Si on projette un coup de feu enregistré au niveau où il est dans la réalité, non seulement on va endommager l'oreille du spectateur, mais on va aussi endommager le matériel de la salle de cinéma. Comme on ne peut pas restituer le niveau d'un coup de feu, on va tricher en enrichissant le spectre du coup de feu. La première couche consiste pas du tout en un bruit de pistolet, mais très bas en niveau, un canon anti-char. La deuxième catégorie permet de donner de l'attaque à ces sons. Donc en fait, c'est la première chose qu'on va entendre dans le son, le tout début du son, de donner de la précision et de la puissance. Dans la troisième couche, on va avoir un son plus médium qui va donner une puissance réaliste à l'arme et qui va durer plus longtemps que l'attaque. La quatrième couche de son, qui va changer suivant les lieux où Jean Reno va tirer, regroupe les sons qui donnent la sonorité du lieu. On est en extérieur devant la cabane des pêcheurs, on est dans une église, on est dans la ville Maginot.
Dès qu'on l'entend, on se dit, ah ça c'est le Jean qui tire. Pour Reda, qui est beaucoup plus impulsif, beaucoup plus chien fou, j'ai imaginé un son plus claquant, plus métallique, plus énervé, et aussi plus accordé avec le fait qu'il tire souvent en rafale. Il fallait pouvoir enchaîner les coups de feu assez rapidement en les reconnaissant. Dans le bonus, vous allez avoir la séquence de la fusillade dans le dortoir, dans laquelle vous pourrez sélectionner toutes les couches de son qui constituent le mixage final. Dans une salle de cinéma, la sensation du son, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est un apport de quasi 50% de la sensation.